Bienvenue dans le podcast À la recherche de l'être. À la recherche de l'être est un podcast qui présente l'œuvre musicale d'Olivier Fillet, dont la problématique est comment concilier l'amour de l'existence avec l'ensemble des éléments tragiques de celle-ci. L'auteur a cherché des réponses dans la philosophie, la psychologie, la psychiatrie et les traditions spirituelles. Chaque saison correspond à un CD, chaque épisode présente et explique une chanson. Vous écoutez l'épisode 4 de la saison 3 d'À la recherche de l'être, qui s'appelle Un critique. Bonjour Olivier. Bonjour Claire. Déjà l'épisode 4 ? Oui, j'ai fait plus court maintenant. Je trouve que c'est plus percutant que des grosses usines à gaz. Je prends juste un thème plus court et plus imagé. Mais c'est des thèmes qui nous parlent à tous et qu'on comprend bien assez facilement. Oui, parce qu'il suffit de regarder autour de soi. C'est-à-dire que là, par exemple, l'épisode de critique, c'est un ami, un ami entre guillemets, elle est sortie du cœur parce qu'en pensant à lui, c'était absolument évident, quoi. J'avais pas à me creuser la tête, c'était vraiment... Est-ce que du coup, on peut l'écouter d'abord ? Bien sûr. Super. Merci beaucoup encore une fois pour ce partage. Pour qu'on comprenne bien les paroles, est-ce que tu peux nous les lire ? Bien sûr. Donc, un critique. Non, voici monsieur la critique. Le genre de gars qui passe pour analytique. Critiquer, c'est toujours mieux que prendre des coups. Toujours prêt à mordre, sous couvert de remettre de l'ordre. Ça vaut pas la peine de discuter. Il a déjà décidé. Il a fait semblant d'écouter. Mais le pire, c'est qu'il ment comme il respire. Son seul talent, passer pour un important. Et malgré ses talonnettes, il rase des pâquerettes. Un renard rusé, il voudrait tous nous rabaisser. Ça vaut pas la peine de discuter. Faut pas tomber dans le piège. Oui, c'est un envieux. Voilà. C'est vrai qu'on reconnaît des gens. Et donc, encore une fois, j'ai voulu montrer, grâce à Francisco Alberoni, que l'envie, je vais la redéfinir encore brièvement, mais c'est quand même les 2 ou 3 épisodes, je fais des redites, mais je dis très vite pour les gens qui prennent le truc en route.
La jalousie, c'est un plan à 3, l'envie, c'est un plan à 2. En gros, la jalousie, c'est qu'on a peur qu'on nous prenne quelque chose qu'on a déjà, alors que l'envie, c'est une tristesse qu'on ressent à la vue d'une joie d'autrui, surtout si celui-ci est proche, comme disait Aristote. Cette notion de proximité est très importante, parce que ça donne lieu, c'est pareil pour le désir mimétique qui, au fond, n'est qu'une théorie de l'envie, et c'est pareil pour ce qui se passe maintenant, parce que, comme disait Tocqueville, c'est la grande passion démocratique parce que les gens sont plus égaux que dans les systèmes précédents. Hein, en royauté, ça, c'est vraiment puissant. En royauté, c'est une espèce de hiérarchie. Et donc les gens, ils la subissent. Voilà, les dictatures et tout. Mais ça a été exacerbé. Alors parfois, je me demande, est-ce que simplement, c'est pas parce qu'on peut juste exprimer, peut-être. Peut-être qu'avant, les gens étaient envieux et qu'ils s'affirmaient. Je pense qu'il y a des deux. Je pense qu'effectivement, tu peux plus l'exprimer parce qu'avant, tu risquais de te faire couper la tête ou des trucs comme ça. Donc, du coup, tu la fermais. Et deux, aussi, je pense que peut-être qu'avant, tu avais, entre guillemets, d'autres problèmes de survivre, etc. Oui, je pense. Je pense qu'effectivement, c'est exacerbé parce que peut-être qu'avant, tu n'y réfléchissais même pas parce que tu savais que tu naissais là et qu'il n'y avait pas d'autres possibilités. Exactement. Alors que là, en soi, n'importe qui peut devenir millionnaire, peut devenir machin. Donc, n'importe qui, oui et non, dans le sens où... Disons qu'en théorie, on a les mêmes chances au départ. Voilà. Absolument. Théorie, ouais. Alors que... C'est vrai, par exemple, c'est pas si loin du temps de mon grand-père, qui n'avait pas de thunes. Il me disait, moi, je suis devenu instituteur parce que c'était la seule façon de faire des études pour quelqu'un qui n'avait pas d'argent. Ouais. Donc, je rappelle juste peut-être l'étymologie d'envie. Ça vient du latin invidia, malveillance, jalousie. C'est un adjectif qui est dérivé du verbe invidere, qui veut dire regarder d'un œil malveillant ou vouloir du mal. Donc il y a dans invidere une allusion à la croyance au mauvais œil. Et donc ce mot en français, en fait, dans l'ancien français, ça voulait dire, l'envie, ça voulait dire hostilité et haine. Donc c'est un sens qui n'a pas été conservé, c'est parti de là. Et donc, je rappelle brièvement que l'envie se transforme à peu près toujours en haine. Il n'y a qu'à voir la sorcière la marâtre de chez Blanche-Neige. Et Goethe, le grand Goethe, disait lui-même, il n'y a qu'un pas de l'envie à la haine. Donc c'est une émotion très... c'est quand même un péché capital d'ailleurs. Je pense que c'est le problème. Comme c'est quelque chose de caché, on ne le voit pas. Mais comme je l'ai dit dans un épisode précédent, tu as Spinoza qui dit l'homme est un être de désir. Il y a René Girard qui dit l'homme est un être de désir mimétique, c'est-à-dire qu'il y a une rivalité en fonction des désirs qui sont les mêmes. Donc ça veut dire que, et ça engendre de la violence. Donc comme les deux corollaires, ça veut dire que forcément le monde de l'humain est un monde violent. Il n'y a qu'à regarder autour de soi. Voilà, je pense que c'est pas très compliqué. Voilà. Donc là. Mais là, ton critique là, il est prisonnier de quoi en fait? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Dans sa tête, en fait, c'est un envieux qui cherche à rabaisser. Et le problème, c'est que quelqu'un de normal, quand on est critiqué, on pense que la critique est justifiée. Donc on va, par exemple, moi ça m'est déjà arrivé, je ne vais pas raconter ma vie, mais j'ai travaillé 15 ans sur un truc, et après j'ai été extrêmement critiqué. Et au début, je répondais pied à pied, mais après, assez rapidement, je me suis aperçu que les gens qui critiquaient, ça leur donnait juste l'illusion qu'ils étaient à ma hauteur. C'est tout. Tu regarderas, à chaque fois que j'ai réussi quelque chose, j'ai été critiqué par des gens qui ont beaucoup moins travaillé, c'est juste une espèce d'illusion qui se font pour être à la hauteur de celui qui critique. Alors parfois ils disent des trucs vrais, mais la plupart du temps, c'est juste pour faire semblant d'être à la hauteur de celui qui a fait. Ouais. Et donc, d'ailleurs, Dale Carnegie, qui a fait une méthode de formation de psychologie pour adultes, qui marche très très bien, qui est très très ultra concrète, et qu'il a trouvé tout seul, dans les années 30-40, il disait, dites-vous bien qu'une critique, ça dissimule un compliment. Ce qu'il voulait dire par là, c'est pas qu'on cherche à vous complimenter, mais il disait que même le général Grant, dans la guerre de sécession, qui avait gagné la bataille de Gettysburg et qui avait mis un point décisif pour cette guerre, un avantage décisif qui a permis un peu l'arrêt de la guerre, il a été détesté par ses généraux et par ses supérieurs, et on lui a mis des pots de banane, tout simplement, parce qu'ils n'arrivaient pas, au lieu de voir l'objectif, ils n'arrivaient pas à digérer l'envie de ça. Ils n'arrivaient pas à digérer sa supériorité. Donc, en fait, tout le monde peut être, même ceux qui réussissent, mais c'est souvent comme ça, quand quelqu'un trouve quelque chose de génial. Donc, c'est Semmelweis qui a trouvé l'asepsie. Il a été critiqué, il est mort fou quasiment, parce que les gens ne pouvaient pas supporter qu'il ait... En fait, c'est ça, ils ne peuvent pas supporter qu'il ait trouvé quelque chose. C'est horrible. Ah oui, c'est horrible. Mais je te dis, moi, j'ai trouvé 2 trucs comme ça, dont je ne vais pas en parler là parce que ce n'est pas le sujet, mais j'ai été critiqué comme un malade, alors que c'est des trucs qui m'ont nécessité 15 ans d'observation et qui tiennent parfaitement la route. Mais tiens, mais regarde,
aussi, les exemples sont innombrables. Regarde René Girard, qui est vraiment... Bon, il faut écouter, il faut vous farcir, mes pauvres auditeurs, les épisodes d'avant. Mais c'est quelqu'un qui a changé mon regard sur le monde, comme il a été détesté des Français et mis à l'écart. C'est comme Clément Rosset aussi, qui a fait une œuvre originale. Il voulait être prof à la Sorbonne, ils l'ont laissé à Nice parce que c'est un gars qui produisait un truc original. Ce que je dis, moi, c'est que maintenant, on se souvient de Clément Rosset, on se souvient de René Girard, et pas du tout des gens qui l'ont critiqué à l'époque, hein, et qui sont restés des gens. Et donc, en fait, ces gens-là, pour moi, c'est un peu les plus envieux des envieux parce qu'ils ne prennent pas de risques, ils restent planqués, ils préfèrent regarder et ensuite critiquer. Ils se donnent l'apparence, c'est ce que je veux dire, le genre de gars qui passe pour analytique, c'est-à-dire qu'en fait, ils se donnent l'apparence des gens qui sont intéressés et objectifs, mais en fait, il n'en est rien. Ils attendent juste un truc. Alors, c'est toujours mieux que prendre des coups, bon, ça c'est simple, hein, mais ils font semblant d'écouter. Ce qu'ils cherchent, c'est la faille pour s'engouffrer dedans pour abaisser. C'est ça le gros problème. Moi, j'ai mis longtemps à comprendre ça. Mais la victime, au lieu de les envoyer bouler ou les envoyer chier, pour parler poliment, on essaie de répondre normalement, en cherchant quelque chose de rationnel, à se justifier. Et en faisant ça, on lui donne du crédit. Et alors moi maintenant, à la fin, quand j'avais les critiques, je leur disais, écoutez, vous travaillez 15 ans, puis vous revenez me voir. Hein. Après, on en discute d'égal à égal. Moi, je ne veux pas recevoir des critiques de gens qui, un, ne connaissent pas le problème, et que deux, qui n'ont pas autant travaillé que moi. C'est pareil aussi, Emmanuel Todd, qui est un chercheur à l'Institut de recherche sur la démographie, à l'INED. Il a prévu plus ou moins la chute du mur, enfin, il a prévu des trucs assez importants, mais comme il a été beaucoup critiqué par ses confrères de l'INED parce qu'il a moins publié, il est moins dans le sérail universitaire, mais c'est toujours la même chose là-dedans, c'est qu'en fait, les gens, ils ne supportent pas quand quelqu'un est supérieur, ils n'aiment pas. Surtout s'il n'y a pas, ça revient à ce que dit René Girard, surtout quand il n'y a pas de médiateur. Hein. Quand il n'y a pas quelqu'un qui dit que c'est bien, eh ben c'est là que ces gens-là, parce qu'ils ne se rendent même pas compte. Hein. Ça me fait penser je discutais de ça aussi avec un de mes gens qui est économiste, et on parlait d'un prix Nobel. Donc lui, il avait eu la chance de rencontrer un prix Nobel, et ce prix Nobel-là, il passait quasiment pour un demeuré, parce qu'il avait inventé une nouvelle façon, une espèce de... c'est un économiste social avec le comportement des gens, et à l'époque, les autres économistes n'y croyaient pas trop, le prenaient pour un illuminé, et il avait une position un peu à l'écart, puis un jour il a eu le prix Nobel, et donc ça leur a bien rabattu leur caquet. Hein. Et en fait, le problème c'est que, comme la plupart des gens sont normaux, quand on regarde ça extérieurement, en connaissant le mécanisme, on ne peut être que stupéfait par le pouvoir de ces gens-là, qui n'ont le pouvoir que de casser et de soulever des obstacles. On n'arrive pas à imaginer, c'est comme avec le pervers narcissique, on ne peut pas imaginer qu'un pervers narcissique, il soit ce qu'il est, et qu'il soit à ce point dénué d'émotions, même avec ses propres enfants. On ne peut pas l'imaginer, c'est pour ça qu'il y arrive. Et bien là, c'est pareil. Comme en psychologie, on pense, degré zéro, c'est qu'on pense que les autres sont comme nous, on ne peut pas imaginer que ces gens-là qui cherchent qu'à casser, on ne peut pas imaginer qu'en fait, dans le fond, ils ne cherchent qu'à casser, c'est tout, qu'ils n'écoutent même pas, qu'ils cherchent juste la faille pour s'engouffrer dedans. On en a tous rencontré des gens comme ça. Hein. Et en fait, leur pouvoir, que finalement c'est nous qui leur donnons, ils le forgent en faisant obstacle aux autres. Et les victimes de ces gens-là, c'est les gens qui font, c'est les gens actifs, enthousiastes. Hein. C'est comme, ça me fait penser à Bernard Tapie. Je ne fais que décrire, hein. Je ne dis pas que je suis pour ou contre, mais bon, c'est quand même quelqu'un qui avait des bons côtés. Un jour, il y a un journaliste qui le casse et il lui dit, mais vous savez, dans la vie, vous savez, mais moi, je fais partie des gens qui font. Hein. Donc j'ai fait plein de choses dans ma vie, j'ai raté beaucoup de choses, j'ai réussi aussi des choses, et vous voyez là, vous êtes embêtés parce que vous, de toute façon, vous faites que critiquer dans votre coin. Et ça vous embête que je réussisse. Tu vois, il leur parlait comme ça aux journalistes. Mais c'était exactement ça. Alors, sans vouloir évidemment tous les mettre dans le même panier, c'est un défaut qu'on rencontre souvent chez le journaliste, ça. Ouais, parce que c'est un peu aussi le fonds de commerce pour faire vendre. Oui, bien sûr. Parce qu'en fait, le but, c'est pas que d'informer, c'est de vendre, voilà. Et donc du coup, de créer du buzz. Et ça attire les gens quand il se passe un truc. Sinon, en fait, quand c'est intéressant, ça les fait chier. Voilà. Effectivement, la vérité n'est pas assez colorée. Et donc, il y a juste... Francisco Alberoni propose une méthode pour les dépister. Il dit, attendez, il existe une méthode infaillible, essayez de les faire parler de gens très très appréciés, par exemple Albert Einstein, et ils vont vous sortir qu'Albert Einstein était un humain pas gentil, qu'il n'était pas gentil que sa femme, qu'il a voulu divorcer, qu'il lui a fait plein de misères, qu'il ne s'occupait pas de ses enfants, etc. Le fond du problème, pour résumer, c'est qu'ils veulent rabaisser tout le monde à leur propre niveau. Et donc en fait, ils sont des envieux, ils ne supportent pas ce qui dépasse. Leur but, c'est de rabaisser les gens à leur niveau. Donc c'est pour ça que je dis,
Un renard rusé, il voudrait tous nous rabaisser. Ça ne vaut pas la peine de discuter. Il ne faut pas tomber dans le piège. Oui, c'est un envieux. Donc, dès qu'on repère ces gens-là, il ne faut pas tomber dans le piège. Il ne faut surtout pas se justifier pied à pied avec les critiques qu'on reçoit. Eh bien, merci pour cette compréhension de ce type de personnes qu'on rencontre tous assez souvent. Oh là oui. Alors après, c'est comme tout, par exemple, c'est vrai qu'une fois qu'on connaît le mécanisme, après on en voit beaucoup plus qu'avant. Ah, c'est terrible. Mais bon. Voilà, c'est comme une voiture, par exemple, tu changes de voiture, tu en as une, après tu vas en voir plein dans la rue, alors qu'avant tu ne les voyais pas. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Merci beaucoup. Donc je remercie tous les auditeurs qui restent, les musiciens bien sûr, et Claire qui me donne... car sans Claire, évidemment, je ne pourrais pas, parce que ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a un gros travail de montage, parce que moi, là, ça a l'air fluide, etc. Mais parfois je bafouille, parfois je dis des conneries, et Claire, par un habile travail de montage, arrive à rendre ça à peu près intelligible. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Nous espérons sincèrement qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller nous suivre sur notre compte Instagram à la recherche de lettres et à nous mettre des petites étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. À bientôt dans À la recherche de lettres pour un nouvel épisode.